Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur DataWatch. Pour rappel, DataWatch, c'est un podcast où on échange avec Axel sur des articles, sur des posts, sur des vidéos ou même des podcasts sur le thème de la data engineering. Et on a aussi quelques notes sur la partie gouvernance. Et aujourd'hui, on va parler de disponibilité de Lakeflow sur Databricks. On va parler aussi du package Python Daft, qui est une alternative à Pandas. On va parler aussi de la mise en open source de Unity Catalog de Databricks, encore une fois. On va parler aussi du DPU dans l'informatique. Axel vous en dira plus. Et on va aussi parler de la future sortie de la version 2 de NumPy. Bah, bonjour Axel. Ouais, ça va? Ouais, tranquillement. Pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bertrand Fabre et je suis data ingénieur freelance et j'ai commencé dans la data en 2011 et actuellement je suis en mission data ingé. Axel, est-ce que tu peux te Moi, présenter? c'est Axel Mauroy, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis sur, des sujets de data engineering, data analytics et voilà, avec plusieurs missions, plusieurs clients Mhm. et puis, ça fait, maintenant, 1 mois, je pense qu'on a débuté le podcast? Ouais, ouais, déjà. C'est le cinquième épisode aujourd'hui. Ouais. Ça passe vite. Et donc, pour commencer sur le podcast, on va parler de Lakeflow sur Databricks. Lors de ma veille, j'ai vu plein d'articles sur Lakeflow. Je me suis dit, c'est obligé, je vais en parler parce que dans mon flux, il y avait au moins 15 articles sur ça. Euh, OK. donc, pour rappel, déjà, Databricks, faut se rappeler que c'est une plateforme unifiée cloud provider agnostique. Donc, c'est-à-dire qu'il peut se brancher sur n'importe quel cloud provider, Amazon, GCP, Azure. Et il propose des services, que ce soit la partie stockage, analytique, intelligence artificielle, gouvernance, etc., mais vraiment de manière simplifiée. Et il faut savoir aussi que c'est une entreprise qui participe activement au développement de Delta Lake et d'Apache Spark. Donc, pour parler plus précisément de Lakeflow, Lakeflow, donc c'est un article, la publication en tout cas, c'est un article de Michael Armbrust et de Bilal Aslam qui a été, publié le 16 juin, donc pour annoncer cette sortie et dans cet article-là, ils mettent en avant les différentes fonctionnalités de Lakeflow. Donc c'est la disponibilité de Lakeflow, c'est au sein de la plateforme Data Intelligence Platform de Databricks. Donc, c'est à cet endroit-là où il y a la partie Lakehouse, où il y a la partie AI Data Science, où on peut mettre en place les ETL. Il y a la partie orchestration dessus. Et Lakeflow, c'est trois fonctionnalités. Le but, c'est de faire toute la partie collecte des données. Cette partie-là, ça s'appelle Lakeflow Connect. Donc, ça veut dire que Lakeflow peut se connecter à diverses bases de données. Ça peut être du MySQL, ça peut être du Postgre, ça peut être du S3 aussi, donc du stockage objet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il peut se connecter facilement sur, des, plateformes propriétaires comme, Salesforce, comme SharePoint. Il peut aussi consommer des PDF, et de l'Excel. Il a aussi une partie pipeline, donc ça, c'est vraiment la partie transformation, de Lakeflow. Pour faire les transformations, on peut utiliser soit du SQL, soit du Python, avec du Spark, bien sûr derrière et donc ça veut dire qu'on peut faire des traitements batch ou streaming. Et il met aussi à disposition une partie orchestration pour exécuter tout ça, que ce soit la collecte, la transformation, qui s'appelle Lakeflow Jobs. Et dedans, c'est pas juste faire de la transformation simple ou de la collecte. Apparemment, il peut aussi exécuter des notebooks dedans. Il peut aussi s'occuper de faire l'entraînement de modèles de machine learning, faire aussi de l'inférence, donc à voir dans la pratique comment ça se passe. Et apparemment, il y aura aussi des triggers qui seraient supportés, donc le déclenchement automatique selon certaines actions ou dans le système. Euh, Ils mettent aussi en avant que, en plus de cette sortie de Lakeflow, donc c'est-à-dire d'avoir vraiment un système unifié de collecte, de traitement et d'orchestration, et puis avoir des services distincts, ils mettent aussi à disposition un service qui s'appelle Real Time Mode. Apparemment, c'est dans Apache Spark, et il y a une petite différence avec le micro-batch qui est proposé. Donc, le streaming sur Apache Spark, c'est un micro-batch actuellement, mais apparemment là, c'est vraiment un inférieur au micro batch, ça veut dire que c'est vraiment un flux en faible latence. Là, par contre, j'ai pas bien compris, c'est quoi la différence dans ce cas-là avec, du streaming pur? Le streaming pur, c'est peut-être vraiment en mode, événement et là, c'est peut-être encore, quelque chose qui est plus fréquent, qui est exécuté de manière plus fréquente. Parce qu'il y a une petite différence quand même avec Apache, Spark en mode, enfin avec le streaming et Apache Spark, ce que lui appelle le streaming. Heu
Il parle aussi de prise en charge intégrée de tout ce qui est CI/CD, donc sur la partie, Legflow, Connect, Pipeline et Jobs. Apparemment, la CI/CD, elle est intégrée directement dedans, donc j'imagine qu'en code, il y a une branche qui est créée, on peut merger, dans une, pré-prod, et faire une merge, dans la prod de manière simplifiée. Hem et et voilà globalement ce que j'ai lu sur l'article, pour parler de ça. Donc pour résumer, Legflow, c'est vraiment un outil qui permet d'unifier tous les services d'ETL, pour Mmh. vraiment résumer. Et si je devais donner mon avis, là-dessus, c'est que Lakeflow, ça a l'air encore une fois d'être un service qui facilite la mise en place, des pipelines de données. Ça facilite, la maintenance vu que tout est aussi au même endroit. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment simplifier, tout ce traitement, tout en faisant moins d'infrastructures. Parce que si tout est en place, ça évite de faire des connexions aussi entre les différents services. Je sais pas si tu as des questions, Axel? Non, pas vraiment, mais ça respecte c'est quoi? Ça répond, aux besoins des éditeurs, quoi, dans la stratégie des éditeurs Mmh. de produits. C'est faciliter, quoi, rendre la vie plus facile aux data engineers Mmh. et 2, élargir la gamme. Mmh. Donc prendre des parts de marché à d'autres acteurs, qui sont en amont ou en aval, de la chaîne. Ouais. Donc non, ça respecte, les lois du marché, on va dire. Heu et ce qui est important pour eux, c'est qu'ils se basent déjà sur un produit qui est, reconnu et utilisé. Mmh. Et il s'aligne en fait, je pense à ce qui va devenir, de plus en plus standard, ce paradigme de lakehouse, Mmh. qui est pas du tout majoritaire aujourd'hui, en tout cas, en France. Peut-être qu'en Californie, il y a toujours des années d'avance, mais, hem, donc, non, pour moi, il prépare bien le terrain et c'est une stratégie assez claire. Mmh. OK. Yes. Merci, Axel. De ton côté, tu avais lu aussi un article sur, Daft, qui est l'alternative à Polar, à, Pandas? Donc ouais, Daft, c'est quoi? Alors l'auteur, il commence par, «Sérieusement? Encore un un outil, data frame, Python?» Mmh. Après Pandas, Polars, et cetera, encore un. Qu'est-ce qu'il a de vraiment mieux quoi, intéressant? Mmh. Mais en fait, Daft, il existe depuis au moins 5 ans, OK. parce que je suis allé voir un peu sur YouTube ce que ça donnait. Il y a, un intégrateur qui s'appelle Coiled, Coiled, D'accord. qui fait des vidéos sympas sur l'outil, qui est open source, hein, mais c'est un peu Mmh. le même modèle que Confluent pour Kafka ou Astronomer pour Airflow. OK. C'est-à-dire qu'ils prennent cet outil open source et ils vont développer un produit sur ça. Mmh. Heu, Quoi, plutôt une expertise sur ce produit. Mmh. Hem Alors, pour résumer, parce qu'on en a déjà parlé, heu, Pandas, c'est un peu l'outil, historique, quoi, la librairie historique, Python pour faire du data frame. Ouais. Ensuite, il y a PolarRS qui est arrivé, écrit en Rust, plus rapide, Mmh. qui gère la out of memory et cetera. Et en fait, en parallèle, donc c'est parce que c'est pas tout nouveau, il y a Daft et Daft, il est aussi écrit en Rust, OK. aussi basé sur Apache Arrow comme, Polars. Mmh. Il fonctionne globalement de la même manière, hein, avec des fonctions, des opérations sur des data frames. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, ouais. Ouais, mais le gros, gros, gros point, fort, on va dire, là où il se démarque, c'est que, il s'intègre très bien en environnement cloud. OK. J'ai regardé un peu la doc, en fait, on peut le mettre sur un Dataproc,
ou un EMR sur, AWS, Mmh. heu, su quoi, c'est similaire en fait au fonctionnement d'un Spark parce qu'il gère le distribué. OK. Parce que, Pandas et PolarRS, ils tournent en monocœur Mmh. sur ta machine, alors que lui, il est multicœur et il gère même le multi-serveur. OK. Donc des clusters de serveurs, le distribué, quoi. Mmh. Le seul élément que j'ai pas très bien compris, c'est qu'il a besoin d'un d'un assistant, on va dire, qui sait gérer le distribué. Daft n'est pas nativement capable de gérer, de manière distribuée, les calculs. Et donc quand tu dis Donc assistant, c'est quoi? C'est Payero? C'est quoi alors comme assistant? dans l'article, il parle de Ray, Mmh. R-A-Y, je sais pas si tu connais cet outil? Ça me dit quelque chose, ouais. Qui est, du coup un outil d'intégration de machine learning, OK. sur du distribué et justement, il est fait pour se coupler avec Ray. Donc c'est pour ça que, heu on peut le valider en tant qu'outil, facile d'utilisation sur, une architecture distribuée et on peut aussi, toujours, j'ai regardé la doc de Mmh. Daft, on peut le mettre sur le cloud, sur, du GKE, par OK. exemple, sur, Mmh. quoi, un cluster Kubernetes. Ouais. On peut le mettre sur du Dataproc et on peut le mettre aussi sur une VM classique. OK. Où du coup tu installes, Daft avec Ray, pour faire fonctionner, l'arch l'outil sur une architecture distribuée. Mmh. Heu, En soi, il est vraiment optimisé pour, taper de la donnée sur, du data lake, Mmh. donc sur de l'object storage comme un S3. D'accord. Ce que fait pas pour le coup, Polars. Mmh. Polars, il va pouvoir taper sur du data lake, mais pas nativement. Il va avoir besoin de Payaro, dont OK. tu parlais tout à l'heure, Mmh. pour pouvoir aller chercher sur de l'object. Donc, nativement, PolarRS est plus optimisé, plus rapide. Par contre, dès qu'il doit utiliser, par exemple, Payaro, Mmh. un package, ça va le dégrader en performance et donc du coup, au total, quoi, en bout de course, Ouais. Daft est plus rapide que, PolarRS couplé à Payaro. OK. Voilà ce qu'il faut retenir de l'article. Après, c'est un outil que j'ai jamais utilisé, Mmh. j'en avais jamais entendu parler et en fait, je me pose la question de: est-ce que c'est pas plutôt pour des petites boîtes qui ont pas envie de monter des usines, avec des produits, assez engageants, Mmh. heu, tu vois, en termes de code et de pricing? Ouais. Parce que Dataproc, tout de suite, tu montes quelque chose d'assez important. Mmh. Donc, au niveau de la stratégie, je pense que c'est plutôt fait pour les petits acteurs qui veulent faire de la data, OK. même si j'ai pas de certitude. Donc voilà. Il y a pas énormément à part la doc et je te dis cette chaîne YouTube, de Cold, Mmh. il y a pas énormément tu vois, de littérature sur l'outil. D'accord. Donc, tu vois, je pense vraiment pas que c'est un outil que je vais être amené à utiliser par la suite. OK. Même si c'est hyper intéressant. Mais il y a déjà tellement quoi, le marché aujourd'hui, il est saturé Mmh. d'outils et je pense qu'il y a déjà trop de concurrents bien en place pour ce type de produit OK. et quoi, ce type de cas d'usage plutôt. Mmh. Notamment Spark, en fait. Ouais, c'est clair. Même Après comme si, tu Spark est plus engageant Mmh. en termes de connaissances de code
et de volume. Il faut avoir du gros volume pour monter un Spark. Mmh. Mais ouais, tu sais, j'ai l'impression que c'est ce genre d'outils qui sont intéressants, Mmh. mais qui se font battre par le marché, quoi, par l'écosystème. Ouais. Ils arrivent pas à percer, en fait, Ouais, ouais, je vois bien. Mais malgré effectivement, leur qualité intrinsèque. bah, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être pour des boîtes qui ont peut-être pas envie, de mettre en place trop d'infrastructures parce que Apache Ouais. Spark, faut quand même mettre en place, les clusters, pour faire tourner Spark. Mmh. Que Daft, effectivement, ça a l'air un peu plus simple, de le mettre en place. De mon Ouais. côté, avant le podcast, j'ai tenté enfin, je l'ai installé. Je OK. me suis fait un environnement virtuel, j'ai installé, Daft. Il a quand même besoin de NumPy, de Pandas, et d'un autre il avait besoin de quoi d'autre? Je crois de PyEuro quand même. Il y a un moment où il utilise ça. Ce que je voulais tester, c'était le dépassement mémoire. Donc je me suis fait un fichier de Mmh mh. 200 gigas, sur mon ordi. OK. OK. Mon ordi, il a 128 gigas de RAM, c'est pour ça que j'ai voulu créer un gros fichier et je l'ai chargé et sans trop de problèmes, ouais, sans trop de problèmes, il a chargé la mémoire. J'ai OK. fait une agrégation, mais bon, ça a pris un peu de temps quand même à faire l'agrégation et ça va, ça Ton passe. ordi, il a 128 gigas de RAM? Ouais. C'est un fixe? Non, non, c'est un ordi portable, c'est un Mac, un MacBook Pro. Ah ouais! Oh, tu as mis un paquet, là. Ouais. 128, je savais même pas que ça existait. Je pensais que c'était 64 le max. Non, là, c'est, maximum, là, c'est 128. OK. Ah bah, en fait, tu as plus besoin de cloud? Ouais, quand même un peu, parce que ce que j'avais en tête aussi, c'était d'installer le logiciel, Oyama, qui permet de gérer, les différents, modèles, de LLM, entre OK. autres, avec Mistral AI et Llama, je crois que c'était le 2 que j'avais fait, mais je crois qu'il y a le 3 aussi qui est sorti, mais je l'ai pas fait. OK. Et là, par contre, il faut un peu de RAM quand même. Je crois pour avoir un bon modèle, il faut au moins avoir 64 gigas de RAM. Donc je me Ouais. suis dit en plus des 64, je voulais dépasser un peu et voilà. OK. Mais ouais, bah, OK, bah, merci pour ton retour Axel, Ouais. pour Daft. Moi de mon côté, bah, j'ai encore lu un article qui parle, de Databricks. En ce moment, il y a beaucoup de nouvelles sur, Snowflake ou Databricks. Là, en l'occurrence, l'article, ça parle de la mise en open source du service Unity Catalog. Heu, l'article a été écrit le 13 juin et par, pas mal de personnes, donc je vais pas toutes les citer, je le mettrai en description. Mais pour rappel, Unity Catalog, c'est un service de Databricks qui permet de faire de la gouvernance unifiée, des données. Que ce soit des données, structurées ou non structurées. Ça prend aussi en charge, tout ce qui peut être dans des notebooks, dans tout ce qui est, géré dans les modèles de machine learning. Ça prend aussi en compte des fichiers stockés sur, n'importe quel cloud. Donc quand je parle de gouvernance unifiée, c'est vraiment que ce service-là, il peut aller se brancher sur les différentes plateformes, de l'entreprise. Si on a quelque chose on a un lakehouse sur Databricks, mais on a quand même une partie de data warehousing sur BigQuery. Si on a, je sais pas, quelque chose de stocké après sur du Azure, en fait, ce service-là va pouvoir aller se brancher partout et prendre en compte la donnée de partout pour pouvoir gouverner, pour Mmh faire mh. une gouvernance de la donnée, unifiée. OK. Et dans l'article, les raisons que j'ai notées de la mise en open source, c'est qu'ils disent que les autres plateformes sont trop fermées, et donc ils trouvent que c'est, un peu trop restrictif, en termes de gouvernance. Parce que, par exemple, sur GCP, je crois que c'est Dataplex, pour Mmh. faire de la gouvernance. Ça, c'est pas quelque chose, c'est en open source, par exemple. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant, que les autres plateformes sont trop fermées et donc ça peut engendrer aussi des silos, de gouvernance. Ça veut dire que, il y en a un qui peut accéder que à ça, l'autre que à ça et cetera et au final, on refait des silos. Ouais. Heu et que pour lui, hem et lui, en plus de l'autre raison, c'est encore appuyer, heu, sa présence dans l'open source. Parce que pour rappel, donc c'est l'éditeur aussi de Apache Spark, enfin il participe aussi au développement de Apache Spark qui est en open source, pareil pour Delta Lake et donc je pense que c'est pour, aller dans la continuité. Clairement, mon avis, c'est qu'il
il essaye d'aller à contre-courant de tout ce qui se fait, que ce soit sur, Snowflake, même si Snowflake, par exemple, utilise, Apache Iceberg qui est en open source, si je dis pas de bêtises. Mais ils essaient quand même de se démarquer un peu plus, heu et je pense qu'il y a besoin de se démarquer. Hem et l'open source, c'est aussi l'occasion d'avoir des retours de la communauté, d'avoir aussi des travaux effectués par la communauté, pour avoir mettre en place des pull requests et donc ça fait du travail, je ne vais pas dire en moins pour Databricks, mais en tout cas ça permet de développer plus rapidement ces différents connecteurs et ces différents services sur Unity Catalog. Est-ce que toi tu as des retours sur ça? Bah, le la vision unifiée, en fait, elle est super importante. Mmh. Heu, c'est notamment pour ça qu'on n'a pas retenu Dataplex Mmh. chez mon client actuel. C'est justement ce phénomène de créer des silos de gouvernance. OK. Donc, j'en avais déjà parlé, mais on avait choisi Open Metadata, Ouais. qui était plus ouvert, et cloud, provider agnostique, Mmh. donc, qui est pas, spécialement, fléché vers, tel ou tel, cloud provider. Mmh. Donc, non, cette vision unifiée, pour moi, elle est cruciale et tu vois, malgré le fait que Google soit plutôt dans une démarche d'ouverture, Ouais. multi-cloud, Mmh. parce qu'ils sont 3e, sur le marché et c'est leur intérêt justement de promouvoir, le multi-cloud et l'ouverture, sur, l les produits externes à Google. Ouais. Pour le coup, j'ai pas retrouvé ça avec Dataplex, par exemple. Malgré que ce soit un outil, très, très bien pour, dans l'écosystème Google Cloud. Mmh. Donc non, clairement, ils ont raison et bon après Databricks et Snowflake sont des concurrents très directs, Mmh. et c'est ce genre de fonctionnalités qui peuvent faire pencher la balance. Et en fait, de la concurrence vraiment à couteau tiré entre les 2. Ouais. En fait, je sais pas si tu as de la place pour 2 gros acteurs, heu, indéfiniment, tu vois? Après, Heu, c'est comme avec, Amazon, enfin AWS, Azure, GCP, même s'il y en a qui mmh, AWS, en tout cas, c'est celui qui est en premier. Je pense qu'il y a quand même quelques gros acteurs, qui ils sont restent diversifiés dessus. aussi, Ouais. Ouais, tu c'est vrai. vois? Mmh. Ils sont diversifiés alors qu'eux, c'est quand même très resserré. C'est Mmh. du data warehouse, qui se greffe sur un cloud provider. Ouais. Heu, donc effectivement, tu as ce genre de fonctionnalités qui peuvent être très, quel est le mot? Game changer, Ouais. qui peuvent, faire basculer tout un choix de data architect et de data engineer vers un produit ou un autre. Mmh. Heu et c'est comme ça qu'il faut voir aussi quand on s'intéresse un peu à l'économie, au business et cetera. C'est que des fois, ben, tu rates une marche, et ton business s'écroule vraiment. Mmh. C'est comme, Nokia ou Sony Ericsson qui ont pas pris le chemin des smartphones, Ouais. qui n'y ont pas cru, ils se sont écroulés, littéralement. Ouais. Donc, alors c'est pas aussi clivant que ça, Mmh. le cas, du catalogue, mais ça couplé à une ou 2 autres grosses fonctionnalités, qui est fort en avance d'un côté, ou de l'autre, hein, que ce soit Mmh. Databricks ou Snowflake, ça peut vraiment être très très impactant, quoi. Mais non, belle fonctionnalité pour Databricks. Ouais. Ouais, clairement. Mmh. J'aimerais de le tester de plus en plus. J'ai jamais encore, travaillé dessus et Ouais, tu as lu aussi un article, plus orienté hardware avec, les DPU. Est-ce que tu peux en dire plus, dessus? ouais, donc DPU pour Data Ouais. Processing Unit, donc en bon français,
unité de Traitement. traitement de données. Mmh. Alors on connaît le CPU, donc Mmh. le processeur, classique. On connaît le GPU, donc le processeur pour la partie graphique. Mmh. Et en fait, maintenant il y a le DPU, donc qui est un processeur qui est basé sur l'architecture ARM. Donc c'est l'architecture, qu'il y a sur les processeurs de smartphones et les nouveaux Mac, OK. donc à partir des M1, M2, M3. Mmh. Donc c'est une architecture qui est, bah, peu gourmande en énergie déjà et très optimisée, donc Mmh. peut sortir des grosses puissances de calcul. Et un DPU, donc ça c'est basé sur cette architecture-là et ça a une interface réseau, haute performance. Donc OK. ce qu'il faut savoir, c'est que dans un data center, le cloud provider a un réseau interne au data center de fou, hein. Mmh. C'est du 1 téra, je crois, OK. par seconde. Hem, donc le PDG d'NVIDIA, Mmh. himself, Mmh. s'intéresse notamment fortement à développer des DPU D'accord. parce qu'il voit que c'est l'avenir, surtout avec, ben, la croissance, très forte de l'IA. Mmh. Ça va être des processeurs qui vont, permettre de, bah, de fournir la capacité, de calcul, pour tous ces besoins-là, quoi. Mmh. Donc c'est vraiment optimisé pour le transfert de données. OK. Hem, voilà, que dire de plus? Il y a pas ma ouais, c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités aussi intégrées de pare-feu, sécurité de couche transport, de la sécurité de protocole internet, l'IPsec. Mmh. Voilà, c'est vraiment optimisé, pour le transfert de big data, volume important de données. Mmh. Donc à voir, je pense que au prochain renouvellement du parc, de matériel de data center, il y aura énormément de DPU, quoi. Mmh. OK. Et Ouais. j'avais aussi entendu parler des TPU de Google, Ouais, pour les Tensor, Processing Unit. Je crois que c'est vraiment, les des processeurs qui sont spécialisés dans l'entraînement de réseaux de neurones, ouais, je crois. mmh. Donc ouais, on va plutôt vers un hardware Et vraiment spécialisé. ouais, après là, côté, hardware, c'est pas mon domaine. D'accord. Donc il faut comprendre, je pense, le principe, Ouais. mais derrière, clairement, c'est des gens qui sont ultra spécialisés, ultra qualifiés, qui vont développer, toute la machinerie, quoi. OK. D'accord. Merci Axel. Et bien maintenant, pour parler du dernier article, je vais me tourner du côté d'un package Python qui est assez célèbre quand même dans la communauté, donc c'est NumPy. C'est un article de Jay Demy qui a été, publié le 17 juin et qui parle de la future version de NumPy. Pour rappel, NumPy, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour rappel tout simplement, c'est un package Python qui est écrit en C ou et en Python aussi. Et là, je paraphrase un peu l'article pour expliquer, parce que j'ai trouvé que c'était très bien expliqué. Ce package-là, il est spécialisé dans la manipulation des matrices, des tableaux, multidimensionnels, les vecteurs. Heu et sa spécialité aussi, c'est de proposer des opérations, sur ces, différents éléments, sur ces différents objets. Et il faut aussi se rappeler que NumPy, il est utilisé dans différents packages Python comme, Pandas, comme scikit-learn, Matplotlib et justement, je parlais de Daft et j'ai l'impression que Daft, à un moment, il l'utilise aussi. Hem et maintenant, donc il y a Jelly qui parlait de la future version 2 et ce que j'ai noté, il y a plein de nouveautés, mais il y a des nouveautés qui me parlaient pas trop, donc je me sentais pas trop à l'aise, d'en parler. Mais pour les nouveautés où je me sens un peu plus à l'aise, c'est la mise à disposition d'un nouveau type de données qui s'appelle string dtype. Donc le dtype, c'est le data type, et c'est un type de données qui permet d'avoir une, longueur de chaîne de caractères variable. Donc je sais, je pense, juste que la mémoire est adaptée selon la chaîne de caractères de la modalité
dans une, cellule du tableau, si on peut appeler ça comme ça, si on peut faire, une analogie avec, Excel ou Google Sheets. Apparemment, il y a aussi certains endroits où certaines, fonctions qui prennent en charge le float 32 et le long double. Apparemment, c'était pas pris en charge partout. Heu, on peut dire, nouveauté assez classique, c'est, amélioration des perfs, mais souvent quand il y a des nouvelles sorties, j'entends souvent ça. Il y a aussi, l'amélioration des perfs sur des fonctions spécifiques, comme des fonctions de tri ou de partitionnement, apparemment qui n'étaient pas, disponibles. Ce que j'ai noté aussi, c'est que, la nouvelle version va permettre de sauvegarder, ces tableaux dans des formats Pickle, mais ça, c'était déjà permis, c'est juste que là, ils vont utiliser le Pickle V4 et apparemment, ça permet de faire des exports plus rapides et des chargements plus rapides de ces tableaux-là. Il parle aussi d'une simplification de l'API, avec Python. Donc ça, quand on parle d'API Python, c'est vraiment le package lors de l'import dans un script Python. Donc on fait, l'import NumPy, et il y a eu beaucoup de cleaning. Parce qu'apparemment, il y avait pas mal d'alias qui étaient utilisés, il y avait pas mal de fonctions qui étaient, peut-être un peu en doublon ou dépréciées. Et donc là, il parlait d'un ménage de entre 60 et 80 de ce qu'il y avait dedans. Donc ça c'est vraiment OK. significatif. Et il disait aussi que le nombre maximal de dimensions d'un tableau, passe de 32 à 64. Donc ça double, au niveau des dimensions qu'on peut manipuler dans un tableau. Hem, pour avoir un avis un peu plus perso, moi NumPy, je l'avais utilisé lors de mes cours en machine learning. J'avais des cours où je devais coder directement des régressions linéaires avec du Python, mais directement avec NumPy. Je devais Mmh. aussi créer un neurone, de réseau de neurones, à la main, donc avec la descente de gradient, avec tout ça et tout ça, on faisait ça en NumPy. Donc on manipulait D'accord. directement les matrices, on faisait les calculs des matrices directement à la main avec NumPy et je l'avais utilisé aussi pour, ce qui était, l'optimisation des données en RAM. Parce que si jamais tu importes juste tes données avec Pandas, c'est pas toujours optimisé. Qu'avec Mmh. NumPy, ça permet d'optimiser et de bien dire: «Alors cette colonne-là, c'est vraiment ce format-là», float 32, float 16 ou quelque chose comme ça, ce qui permet vraiment Mmh. d'avoir, de l'optime sur la RAM. Mais sinon depuis, je l'ai assez peu utilisé. J'ai beaucoup plus utilisé Pandas, qui lui l'utilise, mais du coup, c'est assez transparent pour moi. Hem et je pense que c'est quand même quelque chose qui est plus réservé à la partie science ou développement, peut-être un peu plus basse structure Mmh. au niveau de la manipulation des données. Je sais pas si toi tu as un avis sur, NumPy? Franchement, pas un gros utilisateur, ni de NumPy ni de Pandas d'ailleurs, OK, je en fait, DataFrame, dans l'émission, j'en ai rarement vu. OK. Mmh. Après, toi, c'était peut-être dans des contextes plus de machine learning, data science? Il y avait ça à l'époque et la partie data frame, je l'ai beaucoup manipulée quand j'étais sur Apache Spark. Parce que OK, j'ai fait de l'Apache Spark en Python. logique. Mmh. Jamais fait de Spark, donc non, moi, je suis resté, au SQL, distribué, façon BigQuery, à ce qui se fait de commun, dans la data aujourd'hui, en fait. Mmh. Ouais, donc non, pas de je suis pas un key user de ce genre de package. Ouais, Hem, pour le coup, le package en data que j'ai dû le plus utiliser, c'est Streamlit. Je sais pas si tu connais? d'accord. C'est pour faire Mais un visuel? ouais, Enfin, mais le bon, front? du coup, je pense pas qu'il utilise NumPy, Mmh. à vérifier, mais c'est plutôt sur ça, que que j'ai fait ma bosse, quoi. OK, ça marche. Bah, je te remercie Axel. Ouais, je t'en prie. Bah, on a parlé de tous les articles. Merci à tous pour votre écoute. Je pense que c'est pour toi aussi un plaisir et pour moi de décortiquer, continuer à décortiquer tous les articles, toutes les semaines. Mmh. Pensez aussi à la notation sur les différentes plateformes, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur, Spotify ou Apple Podcasts, qui permet aussi de remonter dans les recos des différentes plateformes et hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude, s'il y a un sujet sur lequel, vous souhaiteriez avoir un peu plus, d'informations ou si vous Ou avez même pas compris certains intervenir, concepts. Comment? ou même intervenir. Ou même intervenir, ce sera avec grand plaisir et pensez aussi à vous abonner, surtout sur, YouTube pour avoir, connaissance des nouvelles sorties des
des podcasts. Merci Axel, Ouais, merci Bertrand. et puis donc on se retrouve la semaine prochaine. Yes, Salut. salut.